I write this shit for my people cause it's been a long time. An apology, not apology in the French, so it's more clear now. Yeah, you won't need to hear this. Nelson Mandela is a name. Resonate with freedom and others we even say with shame. Prostitution of values, but who's been there with him when he were in chains? So keep it forward, you do the same. And check out the Diop told us about our name. How many know about him and his sayings? All his work is supported by science. We'll talk about May. Thanks to him we got out of snatch from Kobe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton pays, là, May? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ta génération a foutu? Apparemment, c'est ta génération qui a déclaré la guerre. Ah là là, non. Mais juste avant de rentrer dans le sujet, je veux juste rebondir rapidement sur ce que tu as dit parce que je trouvais ça très intéressant. Moi, simplement, à chaque fois, tu sais, qu'on parle d'humanisme, je pense que il faut rappeler à ces gens qu'est-ce que c'est que l'humanisme, tu vois? Quelle est l'origine même de l'humanisme? Parce que eux, ils manient ce mot et ils se rendent pas compte qu'ils le accolent à des préceptes qui ne peuvent pas être qualifiés même d'humanistes ou à des personnes qui, dans leurs actions, ne peuvent pas être qualifiées d'humanistes. Pourquoi? Parce que regarde, maths, on sait que c'est le socle de tout principe religieux, de la laïcité, du vivre ensemble, même de l'écologie, parce que dans maths, il y a les préceptes de comment on traite envers les animaux et envers la nature, les plantes. Donc c'est le socle de la spiritualité. Il y a la charte du Mandé. C'est parce que j'ai pas envie de trop retarder sur le début du live, mais sinon là je l'aurais pris. Ouvrez la charte du Mandé qui a été écrite par Youssouf Tata Cissé, là, qui a été réédité par lui. La charte du Mandé, ouvrez à n'importe quelle page et vous allez voir ce que c'est que l'humanisme. Donc quand ces gens nous parlent d'humanisme, quand ils se battent pour des valeurs dites humanistes, pourquoi se battent-ils? Pour autoriser des gens à avoir des papiers, de passer des frontières, de choses qu'ils ont eux-mêmes faites, vous voyez? Pour laisser manger des gens quand on sait que la nourriture n'est pas une ressource, ni l'eau, qui manque sur la planète Terre en vérité, mais son accessibilité est bloquée par ces mêmes gens-là. Donc en vérité, leur humanisme, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à faire du négationnisme des causes réelles des problèmes, comme là on va voir un problème particulier ciblé par la reine Nivelor ce soir, le conflit indo-pakistanais. Donc ça vise à couvrir en fait des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, eux-mêmes leur culture, vous voyez, dont ils bénéficient de façon générationnelle, et à venir faire en fait le pompier pyromane, hein, comme on les a déjà beaucoup dénoncés, nos plus grands savants ont déjà beaucoup utilisé ce terme de pompier pyromane pour parler du comportement des Européens et des locaux-d'armes en général, c'est-à-dire que ils vont venir maintenant nous dire que oui, ils défendent des valeurs humaines et que nous, quand on aura un certain discours, on défendrait des valeurs humaines et qu'on serait tous humains, etc. Mais eux-mêmes, en fait, j'essaie de vous expliquer, ils ne sont pas aptes dans leur comportement et dans leur héritage, dans leurs bénéfices qu'ils tirent au quotidien, à nous parler en fait de ça. C'est comme quand on dit, on va pas demander conseil à un cambrioleur, enfin à un assassin par exemple, en ce qui concerne la vertu, vous voyez. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu là où je voulais en venir. Et en tout cas, Nivelor, je te remercie vraiment pour ce sujet que tu as choisi. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont moi, personnellement, j'allais même pas parler, malgré mes origines. Et j'ai vraiment trouvé ça cool que toi, tu t'y intéresses et que tu te dises que non, peut-être tu avais des informations à partager et que voilà, tu voulais en parler. En tout cas, merci beaucoup. Non, en fait, pour être honnête, sincèrement, en fait, je travaille dans un environnement leucoderme plus, un environnement où on m'a fait comprendre que les faits que j'ai jamais mis le pied sur le continent, je n'avais rien d'africaine. Des sessions de propos que j'entends de la bouche de certains qui parlent comme ça dans l'open space en disant vous avez vu les Indiens et les Pakistanais, ils se tirent dessus, mais franchement, quelle bande d'abrutis ces gens-là. Et il y en a un autre qui répond en mode de toute façon, ils ont tous les deux l'arme nucléaire, ils ont qu'à s'exploser et on passe à autre chose. J'ai pas interagi, j'ai entendu la conversation et dans ma tête, je me suis dit ah ouais. Et en fait, au travail, en général, moi, ça fait un moment que j'ai pris la décision de ne plus adresser la parole à ces humains-là et de parler que de métier. Tout ce qui n'est pas dans le cadre du travail, je ne parle pas avec eux. Et même si c'est des sujets d'actualité, des débats et compagnie, j'ai pas d'avis. On me donne mon avis, je suis là, franchement, je sais pas trop, hein. Donc, j'ai pas d'avis. Et du coup, je me suis dit, comme je connais
via toi. Je me souviens que à l'époque, tu avais fait une belle présentation chez Obosso sur ça, sur l'histoire de tes ancêtres par rapport à qu'on appelle ça là, par rapport à l'Inde et tout, par rapport à tes parents, comment ils se sont rencontrés, les conflits qu'il y a eu et tout ça. Sincèrement, j'ai pensé à toi, je me suis dit, attends, moi qui ne suis pas directement, j'ai dit vraiment directement rattaché à ce peuple-là, entendre cette expression-là, ça m'a fait mal parce que c'est ce que j'entendais aussi sur ce qui se passe chez moi, tu vois, sur ce qui se passe en Haïti. Ils ont dit la même chose, dans le sens où je parlais d'un truc comme ça avec ma stagiaire et tout. Et y en a un collègue qui m'a dit, oh, arrête de te plaindre chez toi, vous pouvez même pas vous déplacer dans les rues. J'étais là, comment? Ben oui, il a dit, ben si tu vas dans ton bled, là, ton barbecue va te griller. Et puis voilà. Donc, on contextualise le sujet. Donc, quand je vois ces genres de propos, j'entends ce genre de propos, je me dis, c'est pas les seuls à les dire. En plus, dans les médias aussi, on entend tout et n'importe quoi. C'est comme si on a balayé du revers de la main tout ce qui s'est passé, ok, pour dire que le conflit, en fait, c'est notre génération qui l'a déclenché ou c'est un conflit il y a 10 ans ou il y a quelques mois, en fait. On parle de menaces, qu'on appelle ça, de menaces d'attaque de bombes nucléaires. On parle de beaucoup de choses. On parle déjà de trafic humain. On parle de pas mal de sujets dans lesquels on a l'impression que on s'est levé un matin et il y a de la barbarie. On oublie en fait les centaines, des milliers d'années d'histoire qui nous amènent aujourd'hui à cette situation-là. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui avec toi. Et quand j'ai vu le sujet, j'ai pensé à toi, je me suis dit, ah ouais, je maîtrise pas vraiment le sujet. J'ai lu des grandes lignes. C'est très facile d'avoir un résumé de ChatGPT, c'est vrai. Mais je me suis dit, bon, avoir une personne qui est plus informée. Et je t'ai entendu en parler encore une fois. Et franchement, j'ai appris tellement de choses lorsque tu avais fait d'ailleurs, en live, que tu n'avais même pas pu bien te présenter, parce qu'on n'arrêtait pas de te couper la parole, je m'en rappelle. Et tu avais bien expliqué les choses, en tout cas, tu avais essayé de bien expliquer les choses à ce moment-là. Je me suis dit, pourquoi ne pas refaire pas la même chose? Pourquoi ne pas refaire quelque chose de similaire, mais dans un safe place, où ben, tu pourras exposer les choses sans être censuré et tout. Et même si on est 4 personnes à écouter, au moins on sera 4 à apprendre quelque chose sur ce sujet, en fait. Voilà. Alors là, effectivement, j'aurais beaucoup de choses à dire. De toute façon, là, j'ai pris plein de notes de ce que tu as dit pour répondre déjà à la question que tu as déjà posée. Et après, j'ai ajouté déjà des choses, donc pas de souci, j'aurais beaucoup de choses à dire. Après, moi, je précise que mon métier, c'est agent de recouvrement. Donc, je m'appelle Mick Moana, pardon, je m'appelle Moana Mick Atangana. Je précise, et d'ailleurs, je vais raconter aussi l'histoire de mon nom de famille. Attendez, je vais caler ça quelque part, l'histoire de mon nom de famille. On va caler ça là, voilà. Hop, Mick, expliqué, voilà. Et du coup, moi, je suis agent de recouvrement. Et pourquoi aujourd'hui je vous parle, pourquoi je fais partie de la communauté, c'est parce que en étudiant l'histoire et en passant également mon diplôme dans le recouvrement, je me suis rendu compte que, bah en fait là il y a un domaine de recouvrement qui est complètement inédit et qui est encore à établir tellement les pans de litige sont nombreux. Et ce domaine c'est le recouvrement de Kama. C'est-à-dire qu'il y a des crimes millénaires qui ont été proférés à notre rencontre, à l'encontre de notre peuple, et ces crimes perdurent encore aujourd'hui, et on voit même des systèmes, des organisations qui sont mises en place, des filets en vérité, qui sont mis en place afin qu'ils perdurent dans le futur. Donc voilà pourquoi moi, en tant que métisse, en tant que indienne et camerounaise, je suis devenue membre de cette communauté kamite et que je revendique donc ma mélanine, voilà, tout simplement. Maintenant, c'est vrai que moi, je fais ça dans une démarche particulière parce que, donc comme j'ai dit, j'ai aussi le côté indien. Et si on me demande, moi, toute ma vie, vous pouvez demander à tous ceux qui m'ont connue, j'ai rarement dit que j'étais indienne. Pourquoi? Parce que déjà, je vivais que avec ma mère. Et je me disais toujours que si je dis que je suis indienne, même si les gens voient que je suis un peu claire, je suis un peu mélangée, tout ça, j'avais peur qu'on me croie pas. Parce que c'est un métissage improbable à l'époque.
Je suis née en 96 et j'avais peur qu'on me croie pas. J'étais dans une école où il y avait que des blancs déjà. Donc pour eux, j'étais juste une noire et je n'avais pas envie de leur expliquer que j'étais métisse. Ça m'intéressait pas. Donc je disais que j'étais camerounaise et comme mon papa n'était pas à côté, bah voilà, il n'y avait pas de voilà. Sauf qu'en grandissant, bah ça se voyait de plus en plus, donc les gens me demandaient ou ils m'inventaient des origines. Et bien que j'ai toujours été fière de mes deux origines, il faut savoir que moi, on m'a jamais appris à parler ni le tamoul, donc c'est la langue de mon papa, ni l'ewondo, qui est la langue de ma maman. Donc tout ce que je sais de ces deux langues, j'ai appris seule, parce qu'il faut comprendre maintenant la culture dans laquelle nos parents, la génération d'avant, est née, c'est une culture en vérité d'omerta. C'est une culture de coercition. C'est-à-dire, nos parents sont conscients que leurs parents et que leurs grands-parents ont peut-être potentiellement subi un litige. Mais aujourd'hui, ils ont la pression d'être français ou en France, de devoir réussir leur vie, de devoir s'intégrer, voyez, et donc de devoir surtout la fermer en fait, de ne pas pouvoir dire certaines choses, et dans le but que nous, les enfants, on puisse grandir bien dans ce cadre-là, dans ce climat-là, ils nous racontent des choses pour qu'on se sente français, voyez. Ils nous racontent des choses pour que, voilà. Sauf que quand on est un noir déjà, et qu'on se sent français, c'est une profonde aliénation, parce qu'on est coupé de nos valeurs, qu'on soit un noir indien ou un noir brésilien, d'Afrique ou des Caraïbes, hein. C'est une profonde aliénation parce qu'on est coupé en vérité de notre essence, de ce qui fait qu'on est comme on est, voyez. Et on est coupé surtout des biais culturels qui nous aident à nous maintenir. Parce que là, on va aller dans un paradigme culturel, mais également de vie, en fait, voyez, du quotidien, que ce soit dans l'alimentation ou dans tout, qui n'est pas le paradigme destiné à nous nourrir, voyez. Nous, dans notre spécificité, cette spécificité repose sur notre mélanine. Notre biologie tout entière repose sur notre mélanine. Donc, j'espère que vous comprendrez plus tard pourquoi je fais cette introduction, mais ce que je dis là, déjà, c'est très important. Alors, nous, Maren Niveler dit que on essaye de faire croire, donc on sait qui est ce on. C'est ce que j'appelle le Grand Orient. C'est un organisme de contrôle de masse, en vérité, des manières de penser. Maren Niveler, dès que tu veux me couper, tu me coupes, hein, tu n'hésites pas. C'est un organisme de contrôle de masse, des façons de penser des populations, d'accord? C'est un organisme, en vérité, qui est un organisme millénaire. Parce que, et ne vous dites pas que là on parle de l'Inde, pourquoi elle ne fait que parler de l'Afrique, vous allez très bien comprendre pourquoi je ne fais que parler de l'Afrique quand je parle de l'Inde. Voilà. Donc c'est un organisme de contrôle millénaire, et lorsque on remonte à l'époque du royaume de Kemet, qu'est-ce qu'on se rend compte en étudiant par exemple Destruction of Black Civilization de Chancellor William? Il y a beaucoup de frères et sœurs sur TikTok, il y a Payne, il y a sœur Nabintou qui lisent ce livre, il y a aussi la sœur Minga, je crois, qui lit ce livre. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque dans ce livre? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que des plans comme par exemple la création des Arabes Unis au royaume de Kemet, en vue de remplacer le royaume de Kemet, d'accord? Donc de remplacer la population du royaume de Kemet, on dit hein, le but final est l'éradication totale du peuple noir. Sécurisez le live s'il vous plaît, ceux qui sont là, qui écoutent. Sécurisez le live s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc on dit, c'est ça, voilà, vous voyez. Donc ça veut dire que ça, ce sont des plans en vérité qui ont été faits déjà depuis plusieurs millénaires. Donc quand on vient nous dire que oui, c'est notre génération qui, pour des conflits, comme là par exemple, qu'est-ce qu'on peut observer? Ça c'est l'analyse de ma chère maman, qu'est-ce qu'elle me disait la dernière fois? Elle me disait, mais si tu remarques bien, regarde, l'Inde est dans les BRICS et le Pakistan est avec les États-Unis. Donc au final, on remarque encore deux grands joueurs d'échecs, on va dire, hein, le Coderme, d'accord, qui, en vérité, sont les vrais tenanciers du pouvoir politique, à travers des pions mélanodermes sur le continent. Mélanoderme, d'ailleurs, c'est plus ou moins mélanoderme, parce qu'il faut voir aussi la tête des dirigeants, hein. Voilà. Donc ils sont à la tête, en tout cas de eux, parce que eux, ces dirigeants-là de paille et de carton, ils sont vraiment à la tête d'un peuple mélanoderme, d'un peuple en plus grande majorité mélanoderme.
La dernière fois, je regardais les chiffres dans la région de Tamil Nadu, c'est la région de Tamoul en fait, la région des Dravidiens dont est issu mon peuple, qui est le premier peuple à peupler l'Inde en fait tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit? On remarque que la plupart de la population, ils sont des hindous. Plus de 70% de la population, ils sont des hindous. Vous voyez? Donc, dans cette région-là, il y a des guerres idéologiques. Dans l'Inde, il y a des guerres idéologiques depuis toujours, parce que les gens ont une culture, et ça je vais bien reparler, je vais tout vous expliquer le début des choses et qu'est-ce qui lie en essence l'Inde à l'Afrique. Et même pas l'Afrique, en vérité à Kama. Et donc, on se rend compte en vérité que ces gens-là, ils sont des hindous, et que sans cesse, on leur impose des autres idéologies, et que même au sein de leur propre idéologie hindoue, on met des tonnes de sous-courants, même dans leur culture indienne, parce que il y a eu la colonisation en Afrique, il y a eu la colonisation en Inde, ça a été des colonisations permanentes en vérité, depuis l'existence des leucodermes. Et on va se rendre compte que pour le cas de Kama, c'est différent de l'Inde. Parce que pour le cas de Kama, Kama est une entité en vérité qui, en essence, est là depuis beaucoup plus longtemps dans son socle culturel. Elle ne bouge pas de chez elle. Et les gens viennent, les gens déportent les gens qui sont sur place. Mais on va dire qu'en essence, le cœur, le foyer est toujours là. Vous voyez, le continent ne bouge pas. Vous voyez. Tandis que pour l'Inde, on va se rendre compte que non seulement le continent bouge, mais que il est envahi très peu de temps après avoir bougé en fait. Donc voilà. Alors, quand on dit que oui, c'est notre génération qui aurait provoqué ce conflit-là, il faut comprendre que non. En fait, il y a des choses vraiment millénaires qui sont mises en place pour faire que aujourd'hui, entre l'Inde et le Pakistan, il y ait une détestation qui repose sur les gens qui font la guerre, donc le peuple, des euh, des conflits idéologiques. Certains sont des musulmans, d'autres sont des hindous, d'autres sont même des chrétiens, vous voyez. Donc ça fomente une haine, ça fait que les populations, eux, se battent pour des raisons idéologiques, tandis que au-dessus, les petits dirigeants de paille, eux, se battent pour des raisons prétendument économiques. Ils font des guerres d'avions, donc on a vu leur petite guerre d'avions qu'ils ont fait là pendant 1 heure, ils ont dit c'est la plus grande guerre aérienne du monde qu'il y a eu. Voilà. La petite guerre d'avions là qu'il y a eu entre l'Inde et le Pakistan. Ils ont même dit chaque camp est resté derrière sa ligne des frontières. Donc au final, moi c'est bien ce que je disais, il y a des gens qui mettent là un tas de ressources pour faire du spectacle, parce que c'est ce que c'est, et le véritable but de ça, c'est de couvrir en fait les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est quoi? C'est les BRICS et les États-Unis, l'Angleterre et les États-Unis, qui veulent frimer avec leurs joujoux, comme du temps de l'esclavage admis, parce que là c'est l'esclavage non admis, vous voyez, c'est l'esclavage tacite en fait. Et donc ils frimaient avec leurs joujoux, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient se battre les gens entre eux, et c'était un spectacle pour eux, vous comprenez? Et donc là maintenant ils jouent avec leurs petits nègres, hein, voilà, et ils leur donnent les armes et les ressources pour s'entretuer. Mais en vérité, celui qui gagne, ce n'est ni l'Inde ni le Pakistan. Ce ne sont pas les croyants même dans cette histoire qui gagnent. Qui gagne en vérité? Ceux qui se sont bien amusés, qui ont montré comme toujours qu'ils étaient plus puissants que les autres, qui comme toujours ont prouvé que leur déficience en mélanine faisait qu'ils avaient un caractère belliqueux, qu'ils ne savaient pas vivre en paix, et que dans une ère d'hypocrisie et de masques blancs, on fait la guerre avec ses pions. Parce que regardez bien le comportement du locoderme. Il envoie systématiquement le noir se battre pour lui. Il ne va pas sur le terrain. S'il va sur le terrain, c'est qu'il a une calache et qu'en face de lui, c'est des enfants dans un village. On est d'accord? Il ne va pas sur le terrain. Quand il va sur le terrain, c'est qu'il est plus nombreux. Quand il va sur le terrain, c'est qu'il est surarmé. Quand il va sur le terrain, c'est qu'il largue des bombes. Comme je le rappelle, les largages de bombes au napalm qu'il y a eu au Cameroun, qui est ma deuxième identité culturelle.
Donc voilà. Et donc ces dirigeants de paille-là, ils sont simplement manipulés dans le spectacle. C'est comme Game of Thrones, c'est pour faire du show. On a vu comment ils sont en fait ces gens-là. C'est comme ça, c'est du show. Et je vais vous expliquer pourquoi même c'est du show. Parce que regardez, le noir en essence, nous notre culture, ça repose sur quoi? Maintenant il y a un espace de vie. Et nous ce qu'on va faire, on va transformer cet espace de vie selon ce qui existe. On va comprendre cet espace de vie, on va le transformer selon ce qu'on a, selon ce qui existe. Tandis que le locoderme, lui, dans son idéologie, il n'a rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il souhaite, il veut. Donc, il est dans le virtuel. Son paradigme à lui est virtuel, vous voyez? C'était copier-coller, c'est une virtualité, c'est une envie de, c'est quelque chose, un projet, et c'est donc, je reprends leur slogan favori, nous avons les idées, vous avez le carburant, d'accord? Vous avez les ressources. Donc, lui, dans la tentative de faire vivre cette virtualité, qu'est-ce qu'il doit faire en premier lieu? Il doit y croire, d'accord? C'est la base de la magie. Quand vous voyez les illusionnistes là, vous regardez Penn and Teller. Ce sont deux grands magiciens, vous tapez sur YouTube Penn and Teller. Fool me ou Fool us, je sais plus, Fool us. Voilà. Vous allez regarder comment ils déconstruisent en fait les illusions. Ce sont des illusionnistes. Et vous allez vous rendre compte que voilà, la magie repose sur le fait qu'on y croit. Le mensonge n'existe pas sans la personne qui y croit. D'accord? Que ce soit celui qui y dit ou celui qui l'entend. Voilà. Donc, leur but, leur méthode jusqu'à aujourd'hui d'asservissement de tous les peuples, c'est déjà le fait que les gens croient en leurs mensonges. C'est le fait que les gens confrontés à une vérité ou à quelque chose qu'ils n'auraient pas imaginé, hein, même devant des faits, ils vont croire, ils vont rester obstrués, ils vont devenir hermétiques. Comme on vous a dit, à 5 ans, un enfant devient complètement hermétique à toute autre idéologie que l'islam. Ils deviennent hermétiques, même à la science, à la vérité, à tous les faits. Voilà. Donc, c'est ce qui crée en vérité ces situations. Voilà pourquoi quand on parle de l'Inde, on a envie de rire en fait. On a envie de rire. Parce que vous faites la guerre, soi-disant contre le Pakistan, pour la souveraineté du Cachemire depuis, selon le blanc, 75 ans environ à peu près de conflit, d'accord? Mais dans ce même pays où il y a une majorité de mélanodermes, vous payez avec des billets d'un raciste notoire qui est Gandhi, d'un raciste pédophile notoire qui est Gandhi. Dans ce même pays qui a plus de 5000 ans d'écrits religieux, on va dire, d'accord? D'écrits religieux, je dis bien, voilà. Eh bien, vous allez me dire que, et donc de valeur morale à un moment donné, vous allez me dire que vous justifiez le traitement qui est fait aux femmes en Inde. Mais mon propre père qui est indien a peur que j'aille en Inde Oui, toute seule. oui. Tu peux revenir sur Gandhi parce qu'il y a des gens en bas qui ont demandé pourquoi tu parles de Gandhi. Résume Oui, rapidement sa marmaille là qui... Parce qu'on... oui, tout à fait. Alors, en vérité, Gandhi, c'est un personnage trouble parce qu'on va se rendre compte que certes, il va se battre pour... et d'ailleurs, il va se battre, hein, quand on dit que Gandhi est un pacifiste et tout. Non, Gandhi a fait des appels aux armes. Il voulait se battre en fait contre les invasions aryennes en Inde. Et vous allez comprendre après pourquoi je vous parle d'invasion aryenne. C'est toute une mentalité en fait. Donc, Gandhi voulait lutter lui contre ça. Sauf qu'au final, on se rend compte que, mais attends, d'un côté, il lutte soi-disant pour que les Indiens reviennent au pouvoir, mais d'un autre côté, on se rend compte que lui, il est bien arrangé par le système de caste imposé par les Aryens. On se rend compte que lui, il aurait peut-être des penchants bizarres pour les enfants. Et on se rend compte que au final, celui qui dit se battre pour la liberté des Indiens, au final, l'ordre sociétal qu'il aide à instaurer, c'est un ordre sociétal qui, au final, est déjà pourri et corrompu par le racisme arien et qui leur bénéficie. Et qui, de toute façon, relègue donc les plus foncés de la population en bas de l'échelle. Qui promeut le racisme envers la plus grande partie de la population qui est mélanoderme, et même grandement mélanoderme. Donc on cite toujours Gandhi parce qu'on aime citer les faux exemples, parce qu'on veut que quand l'Indien, qu'il soit en France ou qu'il soit voilà, il cite son héros, il cite un héros qui est déjà contrôlé par le blanc, qui est déjà au contrôle du blanc. Et Gandhi n'est pas différent d'un Malcolm X. Comprenez-moi bien. Gandhi n'est pas différent d'un Malcolm X.
qui est déjà instrumentalisé par l'islam. Gandhi n'est pas différent d'un Mohamed Ali, qui est déjà instrumentalisé par l'islam. Je rappelle que dans le livre La destruction de la civilisation nord de Chancellor William, on apprend que Mohamed Ali est un des noms des barbares qui, je ne sais plus quel siècle, si c'était 4e ou 7e siècle, a tué le plus de noirs en terre kamite à son époque. Genre, c'était un record, en fait. Il a tué au nom de Allah. Donc, quand ce noir, Cassius Clay, il prend le nom de Mohamed Ali, au nom de l'islam, il ne sait pas, parce qu'il ne connaît pas son histoire. Il connaît son histoire là où l'arabe commence à raconter son histoire. Voyez? Donc, il ne connaît pas son histoire, et il ne sait pas qu'il revendique en vérité le nom d'un des plus grands génocidaires arabes du peuple kamite à son époque. Voilà. Donc ça, c'est le genre de filets sociétaux dont je vous parlais pour que les gens, toute la réalité dont je vous parlais tout à l'heure, ne puissent même pas comprendre ce dont on parle en vérité. Parce que ce conflit, nous allons le voir, c'est un conflit qui remonte à bien plus longtemps que 75 ans d'histoire. Donc là, j'ai fini mon introduction, ma petite introduction. Donc maintenant, je vais vous parler de la base civilisationnelle de moi, mon peuple indien, de l'Inde, de mon peuple les Dravidiens. Voilà. Donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, hein, je ne le savais pas. On savait que tous les continents n'en formaient qu'un à l'époque, à une époque très lointaine où la Terre n'aurait été qu'un bloc. Je dis bien n'aurait été qu'un bloc. Voilà. Et donc, il y aurait eu donc un éclatement de ce bloc qui aurait petit à petit formé les différents continents, voilà, avec les différentes diversités. Mais on peut se dire que si c'était un seul et même bloc au départ, ces diversités étaient donc déjà présentes sur un seul et même bloc. Donc c'est une idée intéressante, gardez ça en tête s'il vous plaît. Parce que là, en fait, ce que je vais vous dire, ça remet en question la théorie du climat. Et cette théorie est sans cesse remise en question, mais ça remet en question la théorie du climat. Parce que ce que le blanc veut nous dire, c'est que donc le monde n'était qu'un seul et même bloc. Maintenant, il y a un éclatement de ce bloc. Cet éclatement envoie donc des parcelles de continents qui vont se former aux quatre coins de du globe, hein. Et c'est les différentes expositions au soleil et les différents magnétismes de ces endroits qui feraient la diversité de la faune et de la flore. Vous m'avez compris, n'est-ce pas? Et qui ferait même soi-disant après au final que les gens naîtraient plus ou moins blancs à tel endroit. D'accord? Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'Inde s'est détachée il y a à peu près 10 000 ans de Kama. On apprend que jusqu'à il y a à peu près 10 000 ans, et je rappelle que là, à l'heure actuelle, le consensus scientifique actuel stipule que l'apparition de toute forme de blanc, d'homme blanc leucoderme sur la Terre, c'est à peu près il y a 8 000 ans. D'accord? Donc, on nous dit que l'Inde aurait été rattachée à Kama jusqu'à il y a à peu près 10 000 ans. On apprend ça. Et les scientifiques en veulent pour preuve. Nous trouvons les mêmes plantes aux deux endroits. Comme si, en fait, c'était des plantes sœurs, des plantes cousines. Ce sont les mêmes plantes, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une parenté génétique. C'est pas simplement les mêmes espèces. C'est qu'on se dit que non, il y a une parenté génétique. Ces plantes appartiennent à bel et bien à un même ensemble qui aurait poussé ensemble. Et cette parenté génétique, elle peut être retracée jusqu'à il y a 10 000 ans. Donc, vous, peuple mélanoderme, on ne fait que vous dire que votre héritage remonte à il y a plus de 200 000 ans. Cet héritage est toujours traçable à travers vous. Vous en êtes bénéficiaire. Vous êtes la matérialisation de la transmission de cette matrice de plus de 200 000 ans. Si c'est observable dans les plantes, imaginez-le aussi à échelle humaine, ce que je vous dis là. Et donc, on se rend compte que, mais attends, ce sont les mêmes plantes. Et on se rend compte maintenant quand on fait avec les satellites et qu'on regarde les emboîtements comme un puzzle, que mais en fait, ça s'emboîte parfaitement. Donc, je vous invite à vous renseigner déjà sur ce sujet-là. Parce que moi, l'histoire que je savais de l'Inde, je la tenais par le grand Cheikh Kovir Ekmiré, c'était que, et par la sociologue Juliette Smeralda, donc également par le grand Cheikh Anta Diop, c'était que les Indiens étaient partis de Kama, avaient migré de Kama, suite aux invasions des Hyksos. Vous voyez? Ça veut dire que là, on se rend compte qu'il y a potentiellement deux courants de migration en Inde.
Est-ce que vous comprenez à peu près ce que je veux dire? Donc, il y aurait un premier courant lors de ce premier détachement initial, suivi d'une migration après ce détachement-là. Vous voyez? Donc, les gens ont fui. Il y a des traces de cette fuite, de cette migration. Ces traces, elles sont dans la spiritualité hindoue, où il y a beaucoup de récits où on vous dit que, oui, en gros, quand on parle des dieux, tout ça, il faut savoir que les dieux, ce sont des métaphores, en fait. Ce sont des personnifications. Un dieu va représenter en vérité tout un peuple. Un dieu va représenter un concept. Un dieu va représenter un élément chimique. Un dieu va représenter un événement de la vie. Voyez? Et donc ça, ce sont les premières fables, ce sont les premières façons de raconter, j'ai envie de vous dire, par la prose, la poésie, par le verbe. Parce que ça, c'est notre culture. C'est notre culture kamite, voyez? C'est la culture des vibrations. Marraine, tu voulais parler, pardon? Oui, en parlant de Vas-y. spiritualité, donc là, si je comprends bien, on est en mesure de faire des parallèles entre les pratiques spirituelles des Indiens traditionnalistes, si on peut dire ça comme ça, et les pratiques spirituelles des certains Africains traditionnalistes. On arrive à faire le parallèle, c'est bien cela. Tout Il y a à des fait. Et justement, oui, c'est exactement là où je veux en venir, en il y a des fait. questions que je pose, j'ai un peu la réponse parce que j'étais pas mal écoutée déjà Oui. sur un sujet. Mais comme je suis pas que toi et moi, il y a d'autres personnes en bas qui écoutent et je vois que les gens sont très curieux aussi. Donc c'est aussi pour élargir les échanges. Donc Là, c'est vrai que je suis très concentrée, donc j'ai pas du tout lu les commentaires. Je lis pas du tout les non, non, il n'y a commentaires. pas de Je souci. regarde, oui, mes notes et tout. Donc, en fait, ce que je vous explique, c'est que nous, on est le peuple du verbe, vous voyez. Et donc là, encore une fois, je ne peux que rallier mes deux cultures. Au Cameroun, on va vous parler de Mvet. Le Mvet, c'est l'initiation par le verbe, l'initiation par l'histoire ludique, l'histoire qui est drôle, l'histoire qui est chantée, l'histoire qui se danse, vous voyez ou pas? Donc ça, en fait, ça, le Mvet, les conteurs de Mvet, les Mbombok, ils ne sont que les héritiers des hommes panthères, des hommes du Ngo, des initiés du Ngo. Ils ne sont que des héritiers culturels, des descendants même génétiques, des Ndjeli, des Djéouti. Tout ça, il faut savoir que notre culture, ça se ralliera systématiquement à la musique, à la verbalité, au son, au rythme, à la danse. Vous comprenez? Donc pourquoi? Quand on parle de Tot, je vous dis le nom Tot pour que vous compreniez, mais il s'agit en réalité de Djéouti. Son symbole, c'est la lyre et le marteau, vous voyez? Il est le forgeron. Quand on parle de Isis, c'est-à-dire Hathor, également, son symbole, c'est la lyre et c'est le marteau, vous voyez? Donc, c'est la musique, en fait. Voilà. Donc, ça a toujours été transmis comme ça. Nous, on n'est pas comme les leucodermes qui sont à l'école. Ils disent des plus des 6. Après, non, mais j'ai fait exprès, hein. Après, ils sont comme ça, ils sont fatigués. On dirait c'est en noir et blanc. Après, ils copient 1000 fois. Après, ils comprennent rien. Les enfants sont tristes d'aller à l'école. Ils sont fatigués. Ils ont mal à la tête. Ils sont humiliés à l'école. Parce qu'un enfant qui ne comprend pas, on ne fait pas comme dans l'école de sagesse du docteur Aboubacar Ly, trouver son terreau de connaissances, son terreau d'apprentissage, parce que chacun a sa façon d'apprendre. On va l'humilier. Voilà, on va l'humilier et même qu'on va le mettre dans une classe des imbéciles, c'est-à-dire, je suis désolée de dire ça comme ça, hein, mais c'est une vérité, c'est une réalité malheureusement pour ces enfants-là, qu'on appelle des secpas. L'enfant malheureusement ne va pas progresser, il va stagner à un niveau où après on sait que ces gens-là vont être redirigés pour avoir certaines aides sociales, soi-disant dans la vie, qui ne sont pas des aides, vu que tout est systématiquement prélevé de toute façon quelque part. Hein. Il faut pas croire que voilà, il n'y a que pour les Africains qu'on imprime des billets comme à Poudlard, vous voyez. Donc voilà. Là où je veux en venir, c'est que depuis donc Kama, c'est la façon dont on transmet les choses. Et quand on va maintenant regarder chez les Indiens, on se rend compte mais attendez, c'est la même chose. Eux aussi, ils sont là en train de chanter, ils sont là en train de danser. En fait, les iconographies, c'est la même chose. Vous voyez que le gars qui est noir là-bas est aussi noir ici. Le gars qui est noir et vert là-bas devient noir et bleu ici. Vous voyez
que c'est toujours les mêmes principes qui sont représentés, mais que surtout c'est la même idéologie. C'est un socle commun de culture qui va nous dire que l'univers est un tout holistique, interconnecté, qui nous constitue et que l'on constitue, dont nous faisons tous partie. C'est-à-dire que cet univers est visible à travers moi à petite échelle, mais il est également constatable tout autour de moi. Ma perception de cet univers contribue à en matérialiser la réalité, à en faire la réalité. Ma compréhension de cet univers contribue à en faire la réalité. C'est-à-dire que si demain, je suis un noir aliéné et que je mange du KFC tous les jours et je regarde BET, mais je vais être très heureux, et je vais mourir, mais je vais dire, ah, mais j'ai vécu une bonne vie, j'ai vécu une belle vie. Mais si demain, j'ai l'occasion de savoir quelle est mon histoire et de savoir quel est mon potentiel, de me découvrir un talent, je dis n'importe quoi pour la sculpture, et maintenant je vais commencer à faire un truc, je vais inspirer les gens, je vais faire des musées, je vais bâtir des choses, je vais recréer des temples, comme nos empires ont été détruits, ils ont été cassés par les locodermes, le reste a été volé, mais il y a des gens qui aussi maintenant, ils font encore des nouvelles choses, on va pas juste récupérer les choses du passé. Hein, on est aussi là pour évoluer, pour nous-mêmes être à une époque où on va produire des choses. Eh bien, ce noir-là, il aura au moins le pouvoir de choisir, la capacité de choisir quelle est sa vie, parce que le choix doit être éclairé, et c'est ce que dit très bien la sociologue Juliette Smeralda. Les gens aujourd'hui sont dans des non-choix qui sont orientés par tous ces filets millénaires dont je ne fais que vous parler depuis le début de ma prise de parole. Donc, quand on regarde maintenant le cas de Bouddha, Gautama, on se rend compte qu'il dit, lorsqu'il apporte l'encre à ses fidèles, il y a plus de 5000 ans en Inde, il dit, voyez cette encre qui est noire comme ma peau. Et quand on voit les représentations de Gautama, il porte la coiffure emblématique Bantu, note. Donc, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Voilà. Quand on regarde les représentations de Krishna, les premières représentations de Krishna, parce que maintenant il est tout blanc, et Krishna a été représenté noir. Et là, j'ai vu un flyer la dernière fois à Gare du Nord, parce qu'il y a bientôt une fête de Krishna à Gare du Nord, pour ceux qui ont envie d'aller regarder. Sur le flyer, le petit Krishna était dessiné noir. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'on parle. Le socle de valeurs communes qui est maintenu depuis le détachement et l'émigration, donc, de ces kémites, d'il y a 10 000 ans, et donc de comment ils sont devenus des Indiens, pourquoi ils sont devenus des Indiens au final. Il y a eu un brassage ethnique qui s'est fait, et donc, il y aurait eu, comme veulent nous dire les gens de la théorie des climats, l'impact d'une autre alimentation, etc., etc. Bon, voilà. Et les histoires d'ensoleillement pour les cheveux, la frisure des cheveux, selon le Locoderme, c'est dû à l'ensoleillement, au fait de couvrir ou non ses cheveux, etc., etc. Donc, quand la sociologue, encore une fois, Juliette Smeralda, elle nous rappelle que là, récemment, on a découvert les origines étymologiques de la langue tamoule. Donc, je vous ai dit, c'est moi, ma langue d'origine paternelle, de la langue du peuple dravidien, une des langues du peuple dravidien, la langue tamoule, on trouve cette origine dans les forêts du Cameroun. Ça veut dire que moi, Moana, mais en fait, je suis moins métisse que je ne le crois. Parce que ce que je vous dis, c'est que ma mère camerounaise et mon père indien tamoul dravidien, au final, la langue de mon père naît dans la forêt du pays de ma mère. C'est là qu'on retrouve ça. Donc là, c'est quand même du délire. Moi, quand j'apprends ça à 29 ans aujourd'hui, mais moi, je délire tous les jours. J'apprends des choses et je me dis, waouh, ça a l'air du Verseau. Je me dis, waouh, mais c'est puissant. C'est quand même très puissant. Vous voyez? Donc, si je comprends bien, maintenant, on a fini sur ça. Oui, vas-y, Nivelor, je t'en prie. Parce que c'était la fin d'une partie ici. si vous avez des questions en bas, je regarde en même temps si vous avez des questions. Donc, si je comprends bien, d'après ce que tu nous as dit, donc, géographiquement, donc l'Inde et le Cameroun, c'est pas du tout le même endroit. Et comment tes ancêtres qui parlent une langue, si j'ai bien compris, qui est d'origine camerounaise, s'est retrouvés en Inde. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, ça voudrait dire que avant, on était un seul, il y a 10 000 ans, tu vois, on était un seul et même endroit, en fait. On était une seule et même civilisation.
Sauf que comme quand Madagascar s'est détaché, tu vois, ce qui est le dernier détachement connu, je crois, c'était Madagascar. L'Inde s'est détachée, l'Inde entière s'est détachée en fait de Kama. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je t'expliquais, comment on sait ça? On sait ça parce que grâce aux satellites, en fait, on se rend compte que l'emboîtement, tu vois, est parfait. Donc on peut réemboîter l'Inde en Kama. Ça veut dire qu'après 10 000 ans, le relief n'a pas changé, en fait, ou s'est creusé même de façon proportionnelle, tu vois, à l'endroit de la scissure, de la coupure, de la scission. Et on se rend compte que d'un bord à l'autre, là maintenant, imagine qu'on recollerait l'Inde à Kama, d'un bord et de l'autre, on se rend compte qu'en fait, ce sont les mêmes plantes, tu vois. Ok, d'accord. En fait, C'est la même faune. Oui, voilà. ça s'est décollé et on retrouve des choses similaires de chaque côté. Ah, mais c'est même pas similaire. C'est que là, on te dit, du coup, ce Identique. sont les mêmes plantes. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que je te parlais même de génétique et que je disais, mais attention, on retrace le linéage d'une plante sur 10 000 ans. Imagine, nous, notre linéage on a plus de 200 000 ans, tu Ouais. vois, qui est en nous, genre la richesse qui est en nous, tu vois. Mm. Donc, comment dire, en Inde, on te traite, quand tu arrives en Inde, on te prend pour on te prend pour une noire, donc une noire camerounaise, du coup, quand tu es en Inde. Et le Cameroun te voit comment? Te voit comme une camerounaise ou comme une indienne? Je suis jamais partie en Inde, ni Vlore. Ok? Je vais y aller, si possible, un jour avec mon papa, mais Ok. je ne suis encore jamais partie en Inde. Mais ça je vais vous raconter un peu après, mais en gros, il faut savoir que quand on est métis, on est rien du tout. On peut se dire que oui, on est tout, dans les délires humanistes, négationnistes, oui, on est tout. La vérité, c'est qu'un métis, Nivlore, n'est rien du tout. Et c'est d'ailleurs même ce qui va donner naissance au peuple arabe et à la haine féroce que va vouer le peuple arabe au peuple blanc et noir. Hmm. C'est grave, parce que c'est parce que c'est grave, mais c'est ouf ce que tu dis. Comment tu peux être rien? Parce qu'au final, tu es multiculturel. Je sais pas si, ou bien c'est parce que il y a eu tellement de pertes en termes d'histoire qui fait que vous vous retrouvez en fait comme vidé parce que des deux côtés, il n'y a pas eu de transmission. Du coup, on vous a éduqué comme une personne complètement unique, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, j'ai de la chance. C'est ce que je te dis. Au final, mon métissage, je me rends compte que c'est une seule même point d'origine, tu vois. Mais il y a des gens, par exemple, ils vont être métis, je dis n'importe quoi, arabe camerounais, voilà. Et là, l'enfant a un problème, c'est que, mais en fait, l'idéologie de la culture de l'un est à la base de la destruction de la culture de l'autre. Donc c'est un enfant qui est mi-chat, mi-chien. C'est le cas de l'enfant qui est noir et blanc. Sauf que grâce au négationnisme, ces enfants ne sont pas au courant de cette dualité-là, de ce problème-là, et de toute façon, la dualité est un principe de l'univers et fait partie de toute chose. Mais le problème, c'est que dans cette société hypocrite, où on veut dire aux gens que non, vous êtes, un enfant métis, on va lui dire que tu es français. Comme un enfant noir d'ailleurs. On va lui dire que tu es français. Et donc, lui, il aura vraiment encore plus de mal à s'identifier. Parce que aux yeux des blancs, il est noir. Mais aux yeux des noirs, il est blanc, vu qu'il est français. Ou aux yeux des noirs, bah, comme moi, il est indien. Aux yeux des autres noirs, il est, comment ça s'appelle? Il est camerounais. Donc ça veut dire que eux-mêmes, ils ne savent pas voir qu'ils sont noirs, vous voyez? C'est-à-dire que les noirs du Cameroun ne vont pas voir qu'ils sont noirs. Ils vont dire que, ils vont même se vanter d'être des blancs, d'être plus clairs, d'être trucs, tout ça. Et les noirs d'Inde ne vont pas voir qu'ils sont noirs. Ils vont dire qu'ils sont marrons, qu'ils sont je sais pas quoi, qu'ils vont faire le culte de la blancheur et tout ça. Donc moi, ce que tu me dis, ça me permet d'enchaîner. Sauf si tu as une autre question sur la partie d'après, parce qu'en fait, c'est exactement de ces billets-là dont je voulais parler Non, non, c'est également. bon, tu peux avancer, parce que je pose des questions D'accord. parce que ça m'intriguait également, donc tu peux avancer. D'accord, très bien. Donc, en fait, pourquoi tout à l'heure je vous parlais de l'occupation de l'Inde par les Aryens? C'est très simple. Le locoderme, depuis qu'il existe, on a déjà établi qu'il est venu par vent de colonisation, de migration, qui ont changé de visage tour à tour. Dans les premiers temps, ils venaient de façon agressive pour voler, etc., etc. On se rend compte que grâce à la culture du servage,
qui est donc très différent de l'esclavage qu'il y avait en Égypte antique. Ces gens, lorsqu'ils étaient pris après avoir essayé de faire des vœux sur les gens ou d'avoir essayé de voler des objets aux gens, après avoir essayé de courir après des caravanes, détrousser des caravanes, etc. Quand ils étaient pris, eh bien, il y avait un système d'incarcération dans lequel la réinsertion existait déjà. Je vous ai déjà dit, un maths socle même des lois et des droits de l'homme, hein, avec sa très fière héritière qui est la charte du Mandé. Donc, il y avait un circuit de réinsertion. Donc, ces gens purgeaient une peine. Lorsqu'ils purgeaient cette peine, un logement leur était fourni. Ils avaient des repas. Ils avaient même un salaire. Ça veut dire que le mec, il s'est fait prendre en train de voler, et nous, on va le payer. Pour qu'il répare ce qu'il a fait. On va quand même le payer. Parce qu'on sait que tu dois avoir de l'argent, tu dois vivre. En fait, tu dois t'acheter des habits, tu dois vivre, tu dois t'acheter des trucs, en fait. Le soir, ils pouvaient rentrer dans leur logement qui leur était proposé. Donc, ils n'étaient pas enfermés, ils n'étaient pas mis nus, ils n'étaient pas violentés, agressés de façon sexuelle. Donc, voilà. Et lorsqu'ils avaient purgé leur peine, ils recevaient même un titre de citoyen. Parce que oui, nous avions des organismes sociaux. Je rappelle que nous avions des sciences avancées, dont la médecine, les opérations du cœur et du cerveau étaient pratiquées, le gel hydroalcoolique et les scalpels avaient été inventés. Nous avions des orphelinats et nous avions même des aides sociales pour les femmes qui avaient perdu leur mari. Donc tout ça, ce sont des informations que vous pouvez retrouver quand vous allez lire des ouvrages tels que ceux de Cheikh Anta Diop, ou sinon vous allez simplement sur la librairie Tamery Samatawi, parce que ce sont des ouvrages costauds. Et Cheikh Anta Diop, il parle d'un genre où tout le monde ne comprend pas ce qu'il écrit. Donc vous allez sur le site YouTube Tamery Samatawi et vous allez un peu écouter des conférences du Cheikh Kovir Ekmiri qui parle très bien de tous ces sujets, ou sinon il y a d'autres auteurs qui ont été invités qui parlent de ce genre de choses. Ils vont vous donner toutes les références des livres. Donc voilà, ça veut dire qu'il y avait tous ces systèmes-là et que le mec au final, il pouvait épouser une femme kamite et il avait son titre de séjour et que donc il était, voilà. Donc il y a des vents de migration du locoderme depuis son existence qui ont été tour à tour, c'est comme des pigeons agressifs, mais les pigeons n'ont jamais fait ça, hein, agressifs et parfois sous le couvercle de l'humanisme, humanitaire, bienveillant, alors qu'ils viennent pompiers pyromanes, hein, un peu arrosés par-dessus ce qu'ils ont brûlé la veille, et touristique. Le tourisme, c'est très intéressant parce que le visage du colon, enfin du locoderme, on peut dire colon, mais bon, du locoderme touriste, c'est un mélange de sa migration génocidaire et de sa migration humaniste. Parce que lorsqu'il vient pour le tourisme, il prétend, sous le couvert humanisme, que oui, il vient pour faire du tourisme chez vous, il vient soi-disant booster votre économie, sauf que votre monnaie à vous, c'est de la merde. Donc quand il arrive chez vous faire du tourisme, lui, il est riche, le mec. Il est riche. Il fait chier la population. Il bénéficie d'avantages dont ne bénéficie pas la population locale. Et donc ce Crésus, il vient avec toutes ces crèmes solaires dont on sait à quel point c'est toxique et néfaste. Depuis plus de 100 ans, on sait ça. Il vient se baigner dans votre eau, dans vos eaux sacrées. Il vient se mettre nu sur vos plages, sur les tombes de vos ancêtres. On a vu ça à Abidjan, on a vu ça en Côte d'Ivoire. Il vient faire tout ça chez vous. Et donc, il dit que c'est du tourisme, voyez. Donc là, il est à la fois génocidaire dans son comportement, qui est un comportement culturel pour lui. C'est tout à fait normal de venir dépenser ses euros chez vous, hein. Et vous, allez faire la même chose. Allez prendre des vacances en francs CFA à Paris. Et on va voir comment vous allez profiter de vos vacances, en fait. De ces gens-là qui viennent en vacances chez nous. Parce que s'ils devaient payer un plateau ne serait-ce que de fruits, de salade, s'il ne devait payer qu'une serait-ce qu'une assiette de salade dans sa leucodermie, une salade dont il n'y a aucun OGM, il n'y a aucun pesticide, il n'y a que le fruit, la graine, la plante, l'avocat, la tomate, les œufs, les pommes de terre, le thon a été pêché, vous voyez, le thon a été pêché à Kribi, voyez. Mais dites-moi combien coûte cette assiette-là en locodermie, s'il vous plaît? Combien coûte cette assiette dans un restaurant de luxe qui n'existe pas parce qu'on ne peut pas se fournir ainsi en locodermie et proposer un produit frais? Combien coûte cette assiette en locodermie? Lui, il vient manger ça, il paye 2 €. Voilà. Voyez? Et vous venez bouffer de la merde chez lui. Pardon, moi, Niveleur, il faut que je me calme, je vais pas faire sauter ton live. Nous, on vient manger n'importe quoi chez lui.
et des choses dégueulasses, en fait. Et on va payer combien? Voilà, moi je vous pose cette question-là. Donc sachez que le tourisme, c'est en vérité un mélange du visage du colon lorsqu'il migre de façon génocidaire, comme il l'a toujours fait depuis qu'il existe sur cette terre, et quand il migre de façon prétendument humanitaire. L'enfant illégitime de ces deux vents de migration, c'est la migration touristique de ces gens-là. Donc quand je parle d'occupation aryenne, comprenez bien qu'il est inutile, et c'est une perte de temps, pour nous, peuple mélanoderme, de faire la différence, comme nous l'impose le colorisme, entre celui qui est plus clair, qui est moins clair. Parce que sachez que la mélanine s'exprime dans l'organisme de différentes manières. Et qu'un mélanoderme, sa mélanine peut plus s'exprimer dans son cerveau, ce qui va faire qu'il va réfléchir beaucoup plus vite, d'une autre façon. Ça peut plus s'exprimer dans ses yeux, qui va donner une coloration à ses yeux plus profonde. Ça peut plus s'exprimer dans ses cheveux, qui va donner une coloration plus teintée à ses cheveux. D'accord? Ça peut plus s'exprimer dans sa peau, qui va donner une couleur plus foncée à sa peau. Donc on ne sait pas. Ça peut plus s'exprimer dans certains organes. La mélanine s'exprime de façon unique au sein de chaque mélanoderme. Vous voyez? Elle est présente et à la base de la biologie de chaque cellule chez le mélanoderme, de chaque organe. Et elle s'exprime en teneurs différentes au sein de chacune de ces cellules, au sein de chacune de ces organes. La peau n'est qu'un organe. Voilà. Donc, quand on parle d'occupation aryenne, d'occupation locoderme, quand on parle des Ixos et Yamnaya, comprenez que si eux, ils ont oublié qu'ils étaient cousins, si eux, ils ne savent pas nous dire jusqu'à aujourd'hui d'où ils viennent précisément, comment ils sont nés dans le monde. Aujourd'hui, le consensus scientifique nous parle de mutations génétiques issues de l'albinisme, qui se seraient transmises parce que ces gens se seraient reproduits de façon exclusive entre eux-mêmes. Ce qui également aurait favorisé, soi-disant, la perte de patrimoine génétique, parce que quand on regarde l'ADN d'un locoderme, il est dit pauvre. C'est le terme scientifique, ce n'est pas moi. Je n'ai pas parlé de supériorité des Noirs de mon plein gré. Je parle de ça parce que c'est la science des Blancs, ce qu'ils nous disent. La science des Blancs. Nous, on aurait dit peut-être autrement. La mayotte pour ti moun fonte. Après des 100 ans réglés, nèg vle fen connaît soleil c'est bon Dieu. Mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré. Yon bataille qui va bien régler. Blanc yo prend terre, yo ban Bible an accepté.